Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV du Figaro TV. Je suis accompagné aujourd'hui de l'inénarrable Damien Canivez. Ça va, Damien? Ah, c'est vrai que vous êtes très fort dans les adjectifs. À chaque fois, je vous sors un petit adjectif. Mais attention, il y a certains jours où les adjectifs ne seront pas forcément flatteurs. Inénarrable, c'est très neutre. Inénarrable, ça va, c'est neutre. Et on parle de notre invité du jour, qui est devenu au fil des mois un pilier de Touche pas à mon poste, politologue de formation. Il a écrit de nombreux ouvrages sur l'extrême droite, l'islamophobie, la mondialisation ou encore la banlieue. Engagé politiquement, il s'est longtemps rapproché de LFI et également soutenu les Gilets jaunes. On est donc ravis de le recevoir dans l'antre du groupe Figaro. Bonjour Thomas Guénolé, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le Buzz TV, vous êtes politologue, chroniqueur dans Touche pas à mon poste. Vous êtes ce qu'on appelle un intellectuel de gauche qui subit tous les jours les foudres de Cyril Hanouna et de certains chroniqueurs sur le plateau. C'est vrai que ça arrive. Donc j'ai une première question assez simple pour démarrer. Êtes-vous masochiste, Thomas, et aimez-vous ça vraiment? Bonne question. Je suis très heureux de participer à l'aventure de Touche pas à mon poste. C'est un vrai bonheur. C'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui ont le privilège parce que c'est un privilège, d'aller au boulot avec le sourire aux lèvres. Voilà. Ça, c'est vraiment sympa. Et de pouvoir s'exprimer librement. Alors, c'est justement, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a que j'ai développé avec Cyril une vraie relation d'affection et d'amitié. C'était pas prévu, mais c'est quand même plus agréable de bosser avec un pote. C'est pareil avec plusieurs chroniqueurs, d'ailleurs. Jean-Michel Maire, typiquement, qui n'a pas du tout les mêmes idées que moi, c'est un secret de Polichinelle, est un de mes meilleurs potes dans l'équipe. On s'entend très bien, on bouffe ensemble, enfin voilà. Donc s'il y a cet aspect-là, quand on vous dit la tribu de Baba, il y a quelque chose de familial, moi quand j'arrivais, j'y croyais pas trop, et en fait c'est vrai. Ça existe. On dit souvent ça de la télé, et puis après, on se rend compte que c'est pas forcément une famille. Voilà, c'est parce que... Là, c'était le cas. Vous avez trouvé cet esprit. Il y a un esprit familial, c'est-à-dire que... Et on le sent quand on traverse des coups durs. Dans la vie perso, etc. Les gens de l'équipe sont là entre eux. C'est quelque chose... Dans vos vies personnelles, c'est ça? Absolument, oui. Donc il y a ça, et puis bien sûr, il y a le fait que c'est formidable d'avoir accès au plus grand mégaphone de France, parce que c'est quand même ça, TPMP, et donc j'ai l'opportunité de plaider mes convictions avec une liberté d'expression assez extraordinaire. C'est-à-dire que quand je me retourne et que je reviens sur ce que j'ai pu exprimer librement sur le plateau de TPMP, et que je vois pendant ce temps ce qui peut arriver à quelqu'un comme Apathy, je me dis que je suis très content d'être sur TPMP où Cyril me rentre dedans, y compris brutalement, etc. C'est, de mon point de vue, et lui le voit comme ça aussi d'ailleurs, c'est-à-dire tu as le droit de dire tout ce que tu veux sur mon plateau, mais j'ai le droit de te rentrer dedans si je pense que c'est une connerie. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a de l'amitié? Parce que vous dites que c'est un pote, mais quand il y a un clash tel que celui qu'on a connu la semaine dernière, est-ce qu'à ce moment-là, il y a de l'amitié entre vous? Alors, il y a deux sujets qui se télescopent, on en parlait tout à l'heure en prenant un café, c'est que souvent le public ne peut pas forcément voir un truc, c'est que Cyril a une double casquette qui est difficile à gérer, pour n'importe qui, mais qui est difficile à gérer, c'est qu'il est à la fois en train de réguler la distribution de la parole sur le plateau, mais il est aussi engagé lui-même dans la discussion. Et donc, dans certains cas, Cyril et moi, on est en train de se foutre sur la gueule, franchement, comme des boxeurs, sur le fait qu'on n'a pas le même point de vue. Et là, honnêtement, c'est du free fight. Mais Cyril a aussi le rôle de distribution de la parole, et quand il dit stop, en fait, c'est pas un stop sur les idées, c'est un stop sur la distribution de la parole sur le plateau. Et ce qui s'est passé jeudi dernier, c'est pour ça que je suis sorti, puis j'ai arrêté ma sortie et je suis revenu. C'est parce qu'il a dit, mais j'avais dit stop. C'est-à-dire régulation du plateau. Moi, j'avais réagi sur la ferme parce que c'est insultant. Et donc, moi, je lui ai dit, vous ne me dites pas la ferme, parce qu'on ne se parle pas comme ça, il y a des jeunes qui regardent, c'est important de montrer l'exemple sur la façon dont on se parle. Mais quand il a dit, mais j'avais dit stop, et vous n'écoutiez pas, et c'est vrai, moi j'étais dans mon truc, et vous étiez lancé dans vos idées. Je n'avais même pas entendu. Je ne l'avais même pas entendu. Et là j'ai percuté, et je me suis dit, oui, effectivement, sur la régulation du plateau, il a raison. C'est pour ça que je ne suis pas sorti d'ailleurs. On va parler dans un instant de la suite des aventures de Thomas Guénolé dans TPMP. Et croyez-moi, c'est passionnant, il y aura plein d'anecdotes de coulisses. Ce sera juste après les news médias de Damien Canivez.
On démarre ces infomédias, Damien, avec Jean-Michel Apathy qui a annoncé ce week-end qu'il ne reviendrait pas sur RTL. Absolument, le journaliste a annoncé ce dimanche dans un long message publié sur son compte X qu'il claquait la porte de la station de radio à la suite de sa mise à pied la semaine dernière, a même décidé dans le cadre d'un dialogue serein et compréhensif, une punition reste une punition. Si je reviens sur l'antenne de RTL, je la valide, donc je reconnais avoir fait une faute. C'est un pas que je ne peux pas franchir. Voilà la raison principale pour laquelle Jean-Michel Apathy a décidé de quitter le navire. Alors pour rappel, la direction de la radio l'a écarté en raison des propos qu'il a tenus la semaine dernière sur l'Algérie. Alors c'était le 25 février dernier. Il avait comparé la colonisation française dans ce pays au massacre de 642 habitants d'Oradour-sur-Glane en juin 1944 par le régime nazi. Les mots de celui qui officie également en tant que chroniqueur dans Quotidien sur TMC ont déclenché une vive polémique. L'ARCOM a même ouvert une instruction le 26 février dernier à la suite de nombreux signalements. Tout l'objet de cette instruction, de cette procédure, sera de savoir si oui ou non RTL a commis un manquement ou pas. Alors en plus, évidemment, cette sortie arrive dans un moment très tendu actuellement, et que l'Algérie, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que Jean-Michel Apathy a bien fait de partir? Est-ce que vous trouvez que RTL a eu tort de le mettre à pied? Alors même si à la base, c'était a priori pour une semaine et qui... C'est dans les épreuves qu'on compte ses amis. Oui. C'est tous à partir d'un certain âge. Et donc là, on ne se connaît pas à titre personnel, mais je profite d'être sur ce plateau et d'aborder ce sujet. J'offre mon amitié à Jean-Michel Apathy. Pourquoi ? Parce que, d'abord parce que je me mets à sa place. C'est un coup dur. Moi, ça m'est arrivé de me faire pousser dehors. À l'époque, c'était sur RMC, il y a longtemps, pour des raisons tout à fait différentes. C'est quelque chose d'humainement difficile à vivre. Donc déjà, rien que pour ça, je lui offre mon amitié. Par ailleurs, je suis d'accord avec lui sur le fond, sur la question algérienne, c'est-à-dire qu'il y a un défaut de mémoire en France par rapport aux abominations de la conquête française de l'Algérie. Il y a eu un génocide algérien. On peut en discuter plus en détail si vous voulez, mais en tout cas, ce que j'observe et ce qui n'est pas contesté au niveau des historiens, c'est qu'il y avait à peu près 3 millions d'habitants en Algérie quand la conquête française commence, et que la conquête française a entraîné 1 million de morts. 1 million de morts sur 3 millions d'habitants, si c'est pas un génocide, il va falloir m'expliquer ce que c'est. Donc vous pensez qu'RTL aurait dû... Sur la forme. J'y viens. Je voulais commencer par le fond. Voilà. C'est la déformation. Et la forme, par contre, c'est contestable, c'est ça ? Alors, là-dessus, moi, ce que je pense... avec les nazis et Oradour-sur-Glane. Alors, je pense que de manière générale, il faut éviter de comparer quoi que ce soit avec les nazis, non pas parce que ça n'est pas pertinent, je pense qu'il a raison, de comparer Oradour-sur-Glane au massacre commis pendant la conquête de l'Algérie. Je pense qu'il a raison. Ouais. Mais, quand bien même il y aurait des points communs, ça n'est pas une relation d'identité, et donc ça brouille le message, et vous vous retrouvez à passer plus de temps à vous expliquer sur le parallèle avec le nazisme qu'à expliquer les horreurs de la conquête. Oui, ce sont deux époques différentes, deux contextes différents. C'est difficile de faire un parallèle entre ces deux époques. C'est-à-dire que du point de vue du plaidoyer ou même du point de vue de la pédagogie, que vous soyez dans le plaidoyer ou dans le professorat, dans les deux cas, s'y prendre comme ça, à mon avis, ça ne marche pas. Néanmoins, je le soutiens. Et donc, sur le fond et sur les preuves qui traversent, je pense qu'RTL n'aurait absolument pas dû le suspendre. Ouais. Je suis absolument convaincu que RTL l'a suspendu, non pas par désaccord avec lui sur le fond, mais sous la pression d'une partie des auditeurs qui ont envoyé des messages et les signalements. L'ARCOM qui lance une enquête, c'est uniquement parce qu'ils ont reçu des signalements. Oui, s'il y a des signalements de l'ARCOM par rapport à la séquence qu'on a maintenant... RTL dit qu'ils ont reçu des milliers de messages aussi. Oui, bien sûr, c'est ça. Sur leur... Et donc RTL, en fait, a cédé à la pression de la foule. Ouais. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que c'est important pour un média d'assumer sa ligne éditoriale. Quand vous faites venir un lion, vous ne pouvez pas lui reprocher derrière de se mettre à rugir. Vous faites venir Apathy, c'est normal qu'Apathy fasse du Apathy. Moi, et je le dis de manière d'autant plus à l'aise que sur TPMP, et d'où l'avantage d'ailleurs que Cyril prenne parti souvent contre moi, c'est que ça m'autorise d'autant plus à avoir une liberté d'expression, puisque je sais que lui incarne en fait l'opinion du noyau dur de son public, et que s'il me rentre dedans, en fait il porte la parole du public, le noyau dur le plus fidèle, qui aurait aimé m'envoyer chier comme ça. Et donc ça me rend d'autant plus libre, mais donc, j'ai jamais été ni sanctionné, ni emmerdé, ni quoi que ce soit, par rapport à ce que j'ai pu dire sur le fond. J'ai défendu la cause palestinienne, j'ai proposé de raser le Sacré-Cœur, j'ai dit que Rima Hassan plaidait super bien le droit international, j'ai dit qu'Israël devait évacuer l'intégralité des territoires occupés, enfin la liste est assez longue. Et vous l'avez fait en toute liberté. Et je l'ai fait en toute liberté. Sur le plateau TPMP. Justement, juste très brièvement, pardonnez-moi, c'est très important, parce que
le public, ce sont des fidèles du Figaro, a Bien priori, sûr. et je voudrais leur dire ma sympathie sur un point important, c'est que j'observe qu'il y a un clivage transpartisan entre les sectaires et les partisans du pluralisme, du débat d'idées, etc. Moi, je suis un partisan du débat d'idées. Je pense que ça s'entend et que ça se voit. Et donc, c'est à ce titre-là que je soutiens Apathy, et je dis aux gens de droite, vous devez soutenir Apathy. Quand bien même vous n'êtes pas d'accord avec lui sur la question algérienne, si vous êtes non pas un sectaire de droite, mais un pluraliste de droite, vous devez soutenir Apathy. Étant donné le niveau de connivence de Cyril Hanouna et Apathy, ça me promet des bons débats. Je pense c'est sur TPMP sur le sujet. On finit avec le chiffre du jour, Damien, c'est 7,7. Et oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant la nouvelle édition des Enfoirés. C'était ce vendredi en première partie de soirée sur TF1. Ça représente quand même plus de 40% de part d'audience. C'est un score au sommet, comme d'habitude, de toute façon. Et là, en l'occurrence, c'est le meilleur. Un peu en baisse, oui, c'est ça. Par rapport à l'année dernière, quand même, on perd 1 million de téléspectateurs, ce qui n'est pas négligeable. Mais ça reste quand même la meilleure audience de l'année pour une émission de divertissement. Maintenant dépasse à y compris avec le replay ou... Effectivement. Oui, non, là pour l'instant c'est sans replay. Là c'est vraiment en audience veille. Pour l'instant c'est sans replay. Voilà, j'ai vraiment une conviction, c'est qu'on devrait arrêter de comparer les audiences sans replay, puisqu'on est tellement nombreux à regarder en différé. Enfin, moi c'est ce que je pense, mais bon. Et puis il y a les ventes de DVD aussi, il y a toutes ces choses-là qui viennent avec aussi. C'est plus loin dans le temps, mais ce que je veux dire c'est que quand on compare des émissions, l'audience d'émission, quand on dit telle émission est en baisse, une fois Ruquier avait dit oui d'accord, je suis en baisse en instantané, mais en comptant le replay, je suis stable. Ça augmente. Oui, sauf que du coup, ça change complètement la discussion business. La consommation. Effectivement, c'est pas non plus les mêmes rentrées pub. C'est terminé pour les news, Damien. C'est fini. Il y en aura d'autres dès demain. Place au grand entretien du Buzz TV qui a déjà bien démarré, vous l'avez vu. Nous sommes avec Thomas Guénolé. On va plus demander. Nous sommes avec Thomas Guénolé, politologue, auteur de nombreux essais sur l'islamophobie, la mondialisation, l'écologie, l'extrême droite, même sur Jean-Luc Mélenchon. On en parlera et vous faites partie depuis plusieurs mois de l'aventure TPMP. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà, parce que c'est vrai que c'est assez inattendu, on vous traite souvent de caution de gauche de Cyril Hanouna, mais comment vous êtes arrivé dans cette émission? C'est la rencontre avec Cyril Hanouna, tout simplement ou... Alors déjà, je vais avoir le plaisir de répondre sur la question de la caution de gauche. Je l'entends beaucoup, caution de gauche. Je l'entends beaucoup, je le lis beaucoup sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu la curiosité de regarder dans le dictionnaire ce que veut dire caution. La caution, c'est la garantie d'un engagement. Je suis la caution de gauche de Cyril Hanouna. Je suis sa garantie de gauche de l'engagement pour le pluralisme. Oui, donc vous l'assumez. Complètement. Et donc ma présence garantit, prouve son engagement pour la liberté d'expression. Je suis effectivement une caution. Oui, absolument. Voilà. Et comment ça s'est passé alors votre arrivée, votre rencontre? Vous avez postulé, vous avez rencontré Cyril comment ça s'est fait? Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas comment vous êtes là. Alors c'est marrant. C'est marrant à raconter, effectivement. C'est-à-dire que moi, à l'origine, c'est marrant maintenant que je suis sur TPMP, mais à l'origine, je ne regarde pas la télé. D'accord. Pas du tout. Non, mais c'est rigolo. Vous connaissiez pas Touche pas à mon poste alors? Si, je connaissais de réputation parce que c'est quand même inévitable, tellement c'est super. Et puis, on est tous, je crois, même les gens qui ne regardent pas la télé, on est tous tombés au moins une fois sur TPMP en zappant, et donc j'avais déjà vu 2-3 autres moments. J'avais trouvé ça très sympa, par exemple, qu'ils fassent un truc où ils font voter tout le public dans des isoloirs. J'avais adoré cette séquence, par exemple. Ça, je l'avais vu. Mais donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que sur une autre chaîne, France Info, on m'avait interrogé sur l'actualité politique et j'avais dit qu'à mon avis, parce que c'était d'ailleurs dans mon bouquin, le manuel de résistance à l'extrême droite, j'avais dit, à mon avis, il faut interdire le Rassemblement national. En tant que parti politique, il faut l'interdire parce que c'est ce que prévoit la loi quand vous êtes dans l'incitation à la haine et que parler de grand remplacement ou de submersion migratoire, c'est de l'incitation à la haine. Donc c'est ça que j'avais développé comme raisonnement. Là-dessus, moi, je reprends ma vie normale, je donne mes cours, etc. Et quand je donne mes cours, la responsable du master me dit « Ah oui, Thomas, tu feras attention, tes élèves, tu sais, ils sont encore jeunes, donc tu fais attention, si jamais ils te parlent de la polémique télé, essaye de ne pas en parler, ou alors en dehors du cours. » Je lui dis « Mais de quoi est-ce que tu parles ?»« Bah, ils ont parlé de toi chez Hanouna. » Pardon ? Ah oui, ça vient. Je sors de cours. Je regarde sur les réseaux sociaux, je vois qu'un certain Jean-Michel Maire que vous ne connaissiez pas, a fait son coup de gueule. Alors maintenant, je sais ce que c'est les coups de cœur, les coups de gueule. Mais, a fait son coup de gueule sur Thomas Guénolé est un politologue en carton, c'est en fait un idéologue, un militant d'extrême gauche, il veut interdire le RN, c'est scandaleux, etc. Moi, je vois ça. Alors, j'envoie une vanne immédiatement sur Twitter pour dire non mais les gars, je tiens mon diplôme de sciences politiques, de doctorat en sciences politiques à la disposition de Jean-Michel Maire, et c'est dommage de ne pas m'avoir invité pour que je vienne expliquer pourquoi je le pense. Ni une ni deux, en fait moi je ne le sais pas, mais à ce moment-là, eux, ils sont en direct. La prod prévient Cyril dans l'oreillette. Cyril balance le tweet. C'est du Cyril tout craché. Bien sûr. On balance le tweet en mettant « Ouais, c'est pas mal, c'est une bonne idée, bah, s'il veut venir demain soir, il est le bienvenu. »
Au moment où il fait ça, moi je reçois un coup de fil de la prod. Ça tombe bien depuis le temps qu'on avait envie de vous faire venir parce qu'ils voulaient faire venir sur d'autres sujets. Du coup, vous venez demain, là, obligé. Je viens. Et quand je suis venu, ça fuse très vite de la manière à laquelle maintenant on est habitué. Et ça a matché tout de suite avec Cyril. Il y a eu un excellent feeling. Et à la pause, il me dit c'est vraiment super, c'est super, vous pouvez rester plus longtemps. Oui, pas de problème, mais moi je peux même rester comme chroniqueur si vous voulez, il n'y a aucun problème. Et là, lui, il s'arrête, visage figé comme ça d'un coup. Vous êtes sérieux? Ouais. Et là, lui. Et on a topé pendant la pause. Pendant la pause. Et c'est comme ça que vous êtes revenu. Alors c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, les débats peuvent être très très animés lors des débats de Touche pas à mon poste. Lors du débat de jeudi dernier, donc vous êtes parti, vous êtes revenu. Est-ce que vous vous êtes expliqué en coulisses avec Cyril Hanouna après? Non, on s'est expliqué sur le plateau. Sur le plateau. Mais en coulisses, il n'y a eu aucun mot qui ont été échangés. Il n'y a pas besoin puisqu'on s'est expliqué précisément sur le plateau. Exactement, c'est ça. Mais ce coup de sang, c'est pas un regret, vous nous avez expliqué pourquoi vous l'avez fait, mais vous lui dites arrêtez de me parler comme ça, arrêtez de me parler comme une merde. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'il fait un peu tous les jours, non? C'est déjà un peu ça, non? Non, mais les chroniqueurs, souvent, ils leur parlent pas forcément bien. Quand vous êtes chroniqueur sur le plateau de Cyril, Cyril est quelqu'un, comment vous dire? Cyril, c'est quelqu'un qui respecte le courage, de base. Donc, il vous en voudra jamais de lui avoir rentré dedans parce qu'il y avait quelque chose qui vous allait pas. D'accord. Donc, ayant compris ça, je le fais. Mais l'inverse, est-ce que vous lui en voulez de vous parler comme ça parfois? Mais du coup, vous acceptez qu'il vous rentre dedans aussi. Okay. Moi, la seule chose que je n'accepte pas, c'est l'injure, l'insulte, les choses comme ça. Donc, quand il me dit « stop, tais-toi », ça ne me choque pas. Quand il me dit la ferme, ça ne me va pas, mais du coup, je le lui dis. Je le lui dis en face, je ne vais pas sur un autre plateau pour lui dire, là, il apprend rien là, dans ce que je suis en train de dire. Bien sûr. Bon, voilà. C'est juste que quand j'ai un problème avec Cyril, je lui dis en plateau, je lui dis en face, et je lui dis pourquoi. Et lui, c'est pareil. Du coup, c'est une relation qui est très saine. Mais vous n'avez pas l'impression d'être un peu seul au monde dans cette aventure? Parce qu'il y a Gilles Verdez qui était dans un couloir qui était situé effectivement un peu plus à gauche que les autres chroniqueurs. Mais là, aujourd'hui, vous êtes plutôt seul à dérouler ces thèses-là. C'est pas grave. En fait, on est tous autour du plateau. Si vous regardez bien, le plateau de TPMP, il est construit comme... Il y a deux façons de le voir. Vous pouvez le voir comme un dîner de famille. Autour de la figure patriarcale. Ça a souvent été dit, effectivement. Et donc, dans le dîner de famille... Le vieux tonton lourd, vous avez le tonton lourd, l'excité, le gentil. Et donc, ça fonctionne comme ça, et donc chacun apporte quelque chose pour que la table fonctionne, pour que la tablée soit animée. Bon. Et dans ce cas-là, c'est pas choquant que moi j'ai une spécificité qui n'est pas chez les autres. C'est normal. L'autre façon de le voir, c'est la Commedia dell'arte. Je l'ai écrit dans une tribune, dans un article que j'ai fait paraître chez Melty il y a quelques mois, qui était de dire... part de théâtre quand même un peu. D'improvisation. D'improvisation. Okay. En ce qui me concerne, en tout cas, mes textes, c'est moi qui les écris. Et ils ne sont relus par personne. D'accord. À un moment, parce que moi j'avais vécu une situation où dans un autre média, où on m'avait embêté pour ce que je disais et où je m'étais retrouvé à devoir leur donner les textes avant, ça m'est arrivé, et ça arrive, relecture, etc. J'avais dit à Cyril, au bout de quelques jours avec lui, j'avais dit, si tu veux, je te donne les points clés avant l'émission, juste pour que tu saches ce que je vais balancer, pour que tu puisses gérer le plateau en fonction, vu que j'ai tendance à balancer du lourd. Et lui, il m'a répondu, non, je préfère avoir la surprise. Alors, c'est une liberté, c'est un luxe. On parlait de caution de gauche tout à l'heure, vous avez d'ailleurs validé ce terme, Thomas. Est-ce que, moi je voulais en arriver sur le fond, pourquoi vous êtes dans TPMP, pourquoi vous avez accepté? Est-ce qu'il y a un rôle à la fois effectivement de débat et de donner une autre partie du spectre du débat, ou est-ce que vous êtes là aussi pour infiltrer les médias de Vincent Bolloré? Non mais je veux le savoir, parce que ça peut être une opération taupe aussi, après tout. Pourquoi j'infiltrerais les médias Bolloré? Ça me servira à quoi? Bolloré est souvent qualifié de médias de droite, voire d'extrême droite. Est-ce que c'est aussi bien qu'il y ait des gens comme vous, comme Olivier d'Artigol, ou Laurent Geoffrin sur CNews? Une infiltration, c'est un truc caché. Oui, si je suis infiltré, je suis vraiment pas bon. Non mais on vous voit, on est d'accord, évidemment. Moi, c'est pas une infiltration, c'est pas non plus de l'entrisme, comme j'ai pu le lire. Non, parce que l'entrisme, c'est caché aussi. Moi, c'est quelque chose de totalement transparent. Des gens de gauche pourraient vous reprocher de travailler pour Vincent Bolloré. Oui, Louis Boyard l'a fait, on se souvient tous de cette séquence, effectivement, qui a beaucoup marqué les gens. Alors, moi, ce que j'ai compris du clash, maintenant que je connais beaucoup mieux Cyril, ce que je comprends du clash, du fameux clash entre Cyril Hanouna et Louis Boyard, c'est que Cyril Hanouna, il a pété un câble, ça s'est vu,
Il a vraiment... La colère est tout à fait réelle. Parce que c'est parti dans des insultes. Il y a eu des insultes. Pourquoi il a pété un câble dans des proportions pareilles? C'est pas sur le fond de ce qu'argumentait Louis Boyard. Il a pété un câble sur ce qu'il estimait être une grave déloyauté entre Boyard et lui. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans l'équipe, vous intégrez un collectif, et donc venir ensuite, une fois député, et taper par surprise, puisqu'il ne l'a pas prévenu, taper par surprise sur le propriétaire, l'actionnaire du groupe, chez Cyril Hanouna, c'est le trahir. Donc là, c'est vraiment un truc personnel. Et ça les a, d'ailleurs, ça les a vraiment blessés. Humainement, je veux dire, indépendamment du fond. Et ça, c'est un truc que la plupart des gens ne comprennent pas quand ils ne sont pas dans cette dimension de collectif. Donc ça, c'est la première chose. Mais pardon, j'ai perdu le fil sur la question précédente. Non, c'était l'infiltration du groupe Bolloré. C'est-à-dire qu'il y a des gens de gauche dans les médias du groupe Bolloré. Là-dessus, d'ailleurs, vous pensez que Vincent Bolloré a des médias de droite ou d'extrême droite? Vous pensez que CNews est une chaîne d'extrême droite, Thomas Guénolé? La ligne éditoriale de CNews ne fait de doute pour personne. Enfin, je veux dire, j'ai pas de problème avec ça. D'accord. Bon. C'est une conservatrice. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Oui, bien sûr, mais j'ai pas de problème avec ça, moi. Je discutais encore avec Pascal Praud sur des sujets politiques, pas plus tard qu'il y a quelques jours, alors c'était pas en plateau, et on était en désaccord sur un certain nombre de choses, et j'ai pas de problème avec ça. C'est pas un problème, c'est-à-dire que CNews a le droit d'exister dans le paysage audiovisuel français. Oui, mais ça me paraît évident, c'est-à-dire qu'en fait, on peut pas... Enfin, je vais vous le dire différemment. D'abord, il y a la question de, quand on est de gauche, est-ce qu'il faut aller dans ce genre d'arène? Et là-dessus, moi, je parle souvent de la différence entre la gauche... Oui, alors la réponse est oui, en ce qui me concerne. C'est la différence entre la gauche Antigone et la gauche Créon. La gauche Antigone, elle n'est pas là pour se battre, elle n'est pas là pour faire avancer la cause non plus. Elle est là pour vous expliquer qu'elle est plus purement de gauche que vous. Absolument. Et elle est là pour donner des leçons sans rien faire, sans bouger. Elle est là pour excommunier depuis son canapé. La gauche Antigone est une gauche pour laquelle j'éprouve du mépris. Voilà. Après, il y a la gauche Créon et la gauche Créon, c'est celle qui y va. Qui y va franchement, qui y va sans mégoter et qui y va pour gagner. Voilà. Et pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Et non pas expliquer que, oh là là, c'est sale. Non mais les gars, il y a le feu. Thomas Guénolé, avant de parler de votre dernier livre, juste une question sur Touche pas à mon poste qui va arriver à la rentrée prochaine sur W9. Est-ce que vous ferez partie de l'aventure? Bonne question. Vous savez, c'est marrant parce que de base, les gens ne le savent pas non plus. Chaque jour, on sait à peu près vers midi, 14h, si on est sur le plateau le soir même. Donc septembre... c'est loin, c'est très loin. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Mais Cyril m'a dit effectivement, pendant la dernière, il m'a dit sur le plateau que j'allais faire partie de l'aventure, effectivement. D'accord. Parce qu'après votre clash, il a dit « vous viendrez plus, j'en ai marre, vous m'énervez ». Mais en fait, vous allez revenir. Évidemment, on le sait. Il le dit souvent. Mais alors, vous êtes politologue aussi, c'est intéressant. On prête à Cyril Hanouna, ou on l'a prêté, et je sais que c'est venu aussi dans sa tête des velléités présidentielles pour 2027 ou au-delà, pourquoi pas. Il a vraiment pensé. Quel est votre avis sur le sujet et dans le fond, est-ce que Cyril Hanouna ferait un bon candidat, Thomas Guénolé? C'est un sujet sur lequel j'ai discuté avec lui, avec Cyril Hanouna. C'est un sujet sur lequel j'ai travaillé avec lui. Et donc, je ne peux pas vous dire tout ce que je sais, parce que sinon, ce ne serait pas correct envers lui. D'accord. Voilà, d'abord, donc je vais vous dire... Vous êtes son oreille attentive sur ce sujet? C'est des sujets sur lesquels on a travaillé, des sujets sur lesquels on a discuté, oui. Alors... Mais sa candidature, juste, qu'est-ce qu'elle dit de notre société aujourd'hui? Parce que effectivement, c'est quelqu'un qui ne vient pas du milieu politique, ce qui est le cas, je le cite aussi, de Trump ou de Volodymyr Zelensky. L'un était acteur, l'autre était entrepreneur, puis star de télé. Ça fait plusieurs semaines que j'essaie de convaincre Cyril qu'il devrait admirer Zelensky et non pas Trump, parce qu'il est beaucoup plus proche dans son parcours de Zelensky. Oui, bien sûr. Plutôt humoriste, comédien humoriste. Non, mais c'est surtout qu'il respecte le courage. Et s'il y a un type qui a fait preuve de courage, c'est Zelensky. Je vous rappelle quand même qu'au moment où l'invasion russe commence et que les États-Unis lui proposent de l'évacuer immédiatement, il répond, et je cite, « J'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin de munitions ». C'est vrai. Je m'en souviens. Le mec, il a besoin de brouettes pour pouvoir transporter ses couilles. C'est impressionnant. Pardon. L'image est pas mal. Mais ça rejoint son dernier livre, d'ailleurs. Oui, c'est ça, Le choc des empires du 21e siècle, que vous avez sorti le mois dernier aux éditions Armand Collin. Vous évoquez ce gigantesque chaos, finalement, qui se développe sur fond de rivalité géopolitique. Qu'est-ce que vous voulez dire dans ce livre-là, exactement? Que tout va mal? Non, je veux dire juste que par rapport à l'impression de chaos et d'illisibilité qu'on a, en réalité, il y a une grille de lecture qui existe, enfin qu'en tout cas j'ai mise au point et que je propose, qui s'appelle la théorie du choc des empires, et qui est de dire il y a quelques puissances qui sont suffisamment fortes
pour qu'il n'y en ait pas d'autres pour leur imposer leur volonté. Ouais. Et ces puissances-là de premier rang, que j'appelle moi des empires, c'est leur jeu d'alliance, de rivalité. C'est quoi, États-Unis, Russie, Chine? Empire américain, empire chinois, empire indien. Non, le pseudo-empire russe, parce qu'en réalité, la Russie est dans une relation de vassalité vis-à-vis de la Chine. Il y aura, dans les 20 prochaines années, à horizon de 20 ans, vous aurez aussi l'empire indonésien. Vous n'aurez pas d'empire brésilien, vous n'aurez pas d'empire sud-africain, parce qu'en réalité, ils sont trop flats. Et la question se pose de savoir si on va bâtir ou pas un empire européen, qu'on appelle aussi Europe puissance. Moi, c'est ce que moi je propose. C'est-à-dire que je ne comprends pas que l'Europe soit si forte en termes de compétences sur des sujets relativement secondaires, mais qu'on n'ait toujours pas d'armée fédérale européenne, toujours pas de diplomatie européenne, bref, toujours pas les attributs élémentaires de l'Empire. Et en l'occurrence, ce que je propose d'ailleurs dans le livre, c'est ça, c'est de construire méthodiquement une Europe puissance, c'est-à-dire un empire européen. Et là-dessus, je suis totalement d'accord avec Emmanuel Macron, et je suis très content qu'il porte ça. Là-dessus, on est complètement en phase. Hein. Mais donc, le choc des empires, ça veut dire par exemple que l'Empire américain n'est pas notre ami. L'Empire américain a des intérêts impériaux qui ne sont pas les nôtres, et l'Empire chinois, c'est pareil. Et si vous ne voulez pas que la France se fasse rouler dessus, ou l'Europe se fasse rouler dessus, il faut construire une puissance. Donc moi, je suis totalement d'accord avec les gaullistes, totalement, ou les souverainistes, mais à l'échelle européenne. Je suis d'accord avec les gaullistes. Voilà, ce sera un très beau mot de la fin pour vous. Je suis au Figaro, vous êtes sympa. On vous remercie beaucoup d'être venu, Thomas Guénolé. Je rappelle que vous êtes chroniqueur dans TPMP, que votre dernier livre, Le choc des empires au XXIe siècle, est paru et disponible dans toutes les bonnes librairies. Damien, on se retrouve dès demain avec un autre invité, tout à fait un autre style, Jean-Marc Généreux, le célèbre juré de Danse avec les stars, sera avec nous. D'ici là, prenez soin de vous et merci encore de votre fidélité.